Ça, c'est une chose que je me le dis tous les jours. Je ne vais pas mourir sans savoir d'où je viens et qui je suis. Ça, je voudrais le savoir et qu'on me donne cette chance quand même. Parce que je pense qu'ils n'ont pas le droit de nous enlever cette... c'est notre vie, hein, c'est notre histoire à nous. Et moi, je me sens... Quand j'avais des enfants et tout ça, on est une grande famille. Et je me sens seule au monde. Ça, je me le sens souvent. Seule au monde, je suis. Tant pis, hein. C'est comme ça m'a touché à moi. Il y en a d'autres aussi, je ne suis pas la seule. Mais c'est très dur. J'ai commencé mes recherches avant d'en comprendre le sens. Maintenant, je ne peux plus m'arrêter. Ma quête s'est emparée de moi. Tu vis, tu grandis en pensant que tu es quelqu'un, et un jour tout s'écroule. Tu commences à douter, à chercher, à toujours vouloir en savoir plus. Pendant 33 ans, je ne me suis doutée de rien. Personne ne m'a rien dit, pas même un détail. Rien, personne, jamais. Ils ont été éparpillés aux quatre coins du monde. Ce sont les victimes d'un impensable trafic de bébés volés. ¿Dónde están los niños robados? Where are they today? En Espagne, des médecins et des religieuses auraient enlevé des nouveau-nés dans les maternités de tout le pays. Una trama que empezó con Franco y que perduró hasta los años 90. Né sous Franco, ce trafic s'est poursuivi 15 ans après la mort du dictateur. Mais en Espagne, quand il s'agit de déterrer le passé, il n'est pas si facile de briser la loi du silence. Les documents parlent clairement. On ne peut pas parler de scandale révélé en 2011 ou 2012, car bien des années avant, dès 1977, c'était déjà publié dans la presse. Enquête sur la vente illégale d'enfants. Alors, ici, on évoque les réseaux, la vente, les vols. C'était prémédité. Et depuis bien longtemps, quelqu'un aurait dû tirer la sonnette d'alarme. De 1940 à 1995, on avance le chiffre de 300 000 personnes disparues. Disparu ne veut pas dire qu'elle se soit volatilisée, mais cela veut dire qu'il y a aujourd'hui 300 000 citoyens dans la rue dont l'identité ne correspond pas à la réalité. Et ça, c'est très inquiétant. J'ai appris que j'étais adoptée à l'âge de 33 ans. Tout a commencé le 28 mai 1968. Je suis née ici à Madrid. J'ai été donnée en adoption à un couple de Mexicains. Ils m'ont tout donné dans ma vie. Qui suis-je aujourd'hui? D'un côté, il y a ceux qui m'ont donné la vie, de l'autre, ceux qui m'ont élevée. Je suis deux en une.
J'aimerais qu'on me permette de vivre cette vie que je viens de découvrir. Depuis que je suis arrivée à Madrid, je n'arrête pas de pleurer. C'est si émouvant pour moi de me retrouver ici, sur ma terre. Ce sont mes racines, ma maison, mon foyer. C'est la voix du sang. Bonjour, maître. Je suis Lili Ceballos. Guillermo Peña, entrez, asseyez-vous. Voici mon acte de naissance, le faux, celui du Mexique. Né à Mérida, capitale du Yucatan, au Mexique. Ce qui est complètement faux, non? Oui. Et là, c'est mon acte de naissance original, celui de Madrid, où j'ai un autre nom. Comme vous pouvez le voir, il n'y a rien à la fin. Ce qui est impossible, c'est qu'un enfant adopté devienne un enfant biologique. Il est donc possible qu'ils aient dit à ta mère que tu étais morte à la naissance. Je vais te montrer quelque chose. Ah, je reconnais ces papiers. Voilà une femme qui a accouché le 2 novembre 1959. Ils lui ont dit que son fils était mort. Mais regarde, dans ce registre des décès, ils indiquent la cause de la mort. Le 2 novembre 1959, mort à cause d'une otite. L'infection de l'oreille. Exactement. Le 6, il y a un autre mort, otite. Le 6, il y a en fait 4 morts, tous d'une otite. Il manquait d'imagination. Le 14, 15, 16, 17, 18, encore des morts d'otite. Les enfants tombaient comme des mouches. Et d'otite. Oui, d'otite le plus souvent. Tu as demandé à ton père, les yeux dans les yeux, qui est ma mère? Je veux juste savoir, as-tu connu ma mère? Car peut-être elle a souffert d'une peine irréversible. Où se situe ton cas dans cette arborescence de cas? Il va te falloir enquêter. Il faut que tu rencontres les mères qui ont perdu un enfant à la maternité Santa Cristina. Elles sont très nombreuses et viennent de toute l'Espagne. Il faudra que tu compares, recherches, rencontres. Et surtout que tu aies beaucoup de patience, car cela ne se fera pas en un jour. Il reste quelqu'un dehors? Tout d'abord, je voudrais vous remercier d'être venus. Bienvenue à la première réunion de SOS Bébé volé de Madrid. J'ai écrit une lettre ouverte à tous ceux qui pensent être des enfants adoptés et à qui on ne l'a jamais dit. Vous ne ressemblez à personne de votre famille. Quand vous entrez dans une pièce, les conversations s'interrompent. Vous n'avez pas vu de photos de votre mère enceinte. Aujourd'hui, vous avez envie de savoir.
Beaucoup d'adoptions n'ont pas été aussi légales qu'elles auraient dû l'être. Et il y a beaucoup trop de mères qui cherchent leurs enfants et qui, à aucun moment, n'ont voulu les donner en adoption et encore moins les abandonner. Pardon, monsieur? Hola, buenas tardes. Vous habitez là? Vous avez le droit de connaître vos racines. Ah, il est mort. Il faut nous entraider. C'est très simple. Il vous suffit de faire un test ADN. C'est l'unique espoir que nous avons, nous les mères. Et vous les enfants, avec ce petit test, vous connaîtrez la vérité sur vos origines. Merci de nous aider. Nous vous aiderons aussi. Ouvre la bouche. C'est fiable à 100%. Ton profil ADN est unique au monde. Ensuite, on le mettra dans notre base de données pour trouver une mère, un père, une sœur. Tu penses toujours que ça n'est arrivé qu'à toi. Alors tu te dis, à quoi cela va servir d'en parler si c'est pour passer pour une folle? On ne lutte pas contre des géants. Et encore moins lorsque l'on est seul. Personne ne te soutient. Comment dénoncer cela? Qui va t'aider? Aujourd'hui même en étant nombreux, ça n'est pas simple de trouver un avocat. Beaucoup ne veulent pas être mêlés à cette affaire. Cela fait peur. On peut se créer beaucoup d'ennemis au niveau social, politique et religieux. Beaucoup d'ennemis. En ces temps-là, les médecins étaient perçus comme des dieux. Si l'enfant naissait mort, c'était la faute de la mère. Et la présence des religieuses imposait le respect. Nous sommes en 1981. Une jeune fille nous appelle au journal pour nous dire qu'elle est harcelée par une religieuse. Nous allons à la clinique où elle travaille. Elle refuse de nous parler, mais des infirmières nous expliquent qu'il y a là un bébé mort qui sert à prouver aux familles que leur enfant était mort-né. Je leur dis qu'en tant que photographe, je veux voir ça. Alors elles sortent un bébé du congélateur et le posent là. J'ai fait mes photos et je suis parti. En fait, le plus souvent, la mère ne voulait pas voir l'enfant. Mais si elle insistait, on lui montrait un de ses bébés morts. Lorsque mes photos ont fait la une, il ne s'est rien passé. Une personne de la police judiciaire m'a appelé, mais il n'y a eu aucune suite. Rien. Je ne sais rien de moi. Ça ne m'appartient pas à moi, cette histoire. Mon histoire, je ne la sais pas. Je ne sais pas qui je suis. Je m'appelle Victoria Ijam Fresne. Ce nom de famille, je ne sais pas si c'est le nom de ma famille biologique ou c'est un nom qu'ils m'ont ajouté à l'orphelinat. Je suis née le 6/9/1939. Je pense que ma mère était quelqu'un de gauche, hein? Ouais, républicaine, et qu'elle est en prison, et ça c'est certain.
Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va. Bonjour. Mais c'est ça qui me reporte, c'est que si je fais partie de ces enfants qui sont volés, je l'accepte mal. Hein. Mais ça qui me tracasse, c'est cette marque que j'ai. Parce qu'on dirait que c'est la marque, une brûlure d'une cigarette. Et c'est dans le pied, et ça se voit très bien. Hein. Regarde. C'est ça, hein, peut-être ils m'ont marqué pour me récupérer plus tard. Mais bon, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'ils l'ont tué? Et après, il n'a pas pu me récupérer. On l'a libéré, ils ont dit que j'étais morte, comme ils ont l'habitude de le dire. L'origine du trafic vient du vol massif des enfants des prisonnières républicaines. Ils pensaient qu'elles transmettaient le gène rouge à leur bébé. La stratégie du nettoyage, un mot très apprécié des franquistes, s'est donc appliquée. Elle consistait à se prendre pour des dieux. On retirait un nouveau-né d'un environnement qu'on jugeait inadapté pour le conduire dans une famille considérée comme plus adéquate pour l'enfant. Tous ces faits étaient connus. Ce que l'on savait moins, c'est qu'après la mort du dictateur en 1975, cela a continué jusqu'en 1987, date à laquelle une loi vient mettre de l'ordre dans tout ça. Les adoptions sont désormais contrôlées par l'État. Avant cette date, pour une adoption, il suffisait d'un médecin, d'une religieuse et de 2 amis. Qu'est-ce qui se passe, mon père? Racontez-moi. Votre nom ne figure nulle part. C'est bizarre, la religieuse dit que vous avez été baptisé dans cet établissement, mais je ne vous trouve pas dans nos registres. Je pensais vraiment qu'il me donnerait mon acte de baptême. C'est un coup dur. Mais je commence à m'habituer. Je vais te montrer mes documents. Ton père t'a dit qu'il t'avait acheté à Madrid. Non, pour eux, ce n'était pas une vente. Tout s'est passé à travers l'Église. L'Église leur a dit, quand vous rentrez au Mexique, brûlez tous les papiers et inscrivez votre fille comme enfant biologique. C'était la consigne. Ils étaient terrifiés. Ils pensaient, ils vont nous retirer la petite. Tu es approprié. Tu n'es pas adopté. Ils t'ont tout volé. Tes racines, ton nom, et ils ont tout changé. Tout ce que t'avaient donné tes parents biologiques, ils te l'ont enlevé. Et ils ont ajouté que tu étais né dans une maison au Mexique. Tu es approprié. Volé, mais dit de façon plus subtile. Ils t'ont volé à ta mère. Les cernes que nous avons, nous, les mères,
C'est pour éviter de faire naufrage. Moi, cela fait 31 ans que je contiens mes larmes dans ces cernes. Je sais que le jour où je pleurerai, je vais tout inonder et me noyer. Bueno, venga, ponte un poco más mirándome a mí. A ti, para que me dé más el sol. Eso, me sube más la nariz, di que sí. Venga, y tú a este. Ups. Alors, Soledad, pourquoi êtes-vous ici? Nous sommes ici pour déposer de nouvelles plaintes et surtout pour qu'elles ne soient pas classées sans suite, comme l'ont été les dernières. Il y a toujours eu quelques plaintes au compte-gouttes. Si le nombre de plaintes est aujourd'hui important, c'est parce que les gens se sont associés grâce aux réseaux sociaux. Et ils ont déposé des plaintes collectives. Mais cet effet de groupe n'est pas suffisant. Il n'apporte aucune preuve. Pourquoi ces procureurs classent-ils nos affaires sans enquêter? Qu'ils aillent dans les hôpitaux, les cimetières, à l'état civil, partout. On ne peut pas accepter qu'ils classent nos affaires ainsi. Pour mon dossier, mon bébé serait mort-né et une autre fois mort en couveuse. Qui meurt 2 fois? Personne. Allez, tous ensemble. Dans la majorité des cas, il y a tout juste quelques soupçons, qui en plus surgissent 20 ans après les faits. Vous comprenez bien que pour la justice, ce n'est pas suffisant. Nous avons besoin d'une vérité formelle. Et si on ne peut rien démontrer, il faudra continuer à classer les affaires. C'est là, sur cette page. Et cela confirme nos soupçons. La police enquête sur 2 incendies criminels à la maternité de la Paix à Madrid. Le premier feu a été allumé dans une petite pièce où l'on archivait les dossiers médicaux. Ce geste n'est pas l'acte d'un fou isolé. Effacer des preuves. C'est ce que font les dictatures pour occulter leurs crimes. Or, on continue à effacer des preuves en 2012. Je cherche des papiers, des noms. Là, j'ai été invitée par une famille. Ils cherchent une sœur perdue qui serait morte l'année de ma naissance, en 1968. On pourrait être sœurs. C'est fantastique. Ça a l'air d'être une famille merveilleuse, même si je ne les connais que par téléphone et Internet et Facebook. Quelle émotion! C'est un pas de plus. Là! Ce sont elles! Je les ai vues! Bonjour. Toi, tu es Maria? Maria Luisa. Moi, c'est Maria Jesus.
Sur une photo où j'ai les cheveux longs, tu me ressembles beaucoup. Vraiment? Ah oui, je vais te montrer. Allons-y, quelle joie! Allez, il faut lui montrer la photo. Celle où j'ai les cheveux longs. Regarde celle-là, regarde les yeux. Je me suis toujours maquillé les yeux. Il me semble un peu plus petit. Là, je devais avoir 20 ans. Moi, plus ou moins, là, je vois une ressemblance. Ah oui, et les oreilles. Il paraît que c'est très significatif. Montre-moi tes oreilles. Ah oui, elles sont petites. Tu trouves? Non, je ne crois pas. Si, ou alors tu n'as pas vu de grandes oreilles. Mais c'est vrai que si tu regardes cette photo, on se ressemble vraiment. Voilà notre famille. Regarde comme elle est jolie. C'est notre petite fille. Elle est très mignonne. J'ai une question. Quel mois serait née votre sœur? Là, ils mettent qu'elle est née le 3 octobre 1968. En octobre. Et toi, tu es née quel mois? Je suis née en mai. En mai? Mais il ne faut pas se fier à cela. On a tous un double dans le monde. Mais là, je pense que c'est compliqué. Écoute, pour nous, quoi qu'il en soit, tu seras notre sœur. Là, c'était la résidence des mères célibataires. C'est la même architecture que l'orphelinat qui est là-bas. C'est ça, la Inclusa. Et là, c'est la maternité Santa Cristina. Tout était à côté. Oui, c'était collé. Là, c'était le collège pour les orphelins. Et là, l'église. Ils sont peut-être venus me chercher dans ce collège. Pour mon papa, ça ressemblait à un couvent. C'est possible. S'il suffisait simplement de traverser la rue, c'était facile. Santa Cristina, fábrica de niños. 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 Nous demandons aux autorités où sont les dossiers médicaux, où sont les lettres d'abandon qu'auraient signées les mères. C'est Maria Luisa Torres, une amie de Madrid. Elle a eu la grande chance de retrouver sa fille Pilar après 30 ans. Où elle est Pilar? Pilar? Elle nous a toutes fait pleurer, pleurer de joie. C'est la mascotte aujourd'hui. Je l'ai cherchée pendant 14 ans. Son père adoptif l'a beaucoup aidé. Il lui a promis qu'il trouverait sa mère biologique. Et il a tenu parole. C'est la preuve que nous ne sommes pas fous. Ils nous les enlevaient. Quelle chance. Ne t'inquiète pas.
On va tous se retrouver. Venga, vamos. Vamos. Ahí, venga. ¡Ánimo! Courage! Nous l'avons retrouvé. Vous allez tous vous retrouver. Vous allez vous retrouver. Nous ne sommes pas des fous. Nos enfants sont vivants. Elle est là. C'est ma fille. Elle n'est pas morte. Ils ne sont pas morts. Ils sont dans d'autres familles. S'il vous plaît, aidez-nous. Il faut vous battre. Tous. Insistez, même s'ils ne vous écoutent pas. Ouvrez une porte, puis une autre. Contactez des détectives. Vous allez tous vous retrouver. Et ne pleurez pas, cela fait perdre de la force. Allez, on se retrouvera tous. ¿Cómo estamos? Lili. Lili, encantado. Pasa. Siéntese. Gracias, doctor. Bueno, aquí estamos. Je suis venue faire le test ADN pour retrouver un possible parent. Je vais vous rentrer dans notre base de données. Je dois faire quelque chose? Il n'y a rien à faire. Je suis un peu nerveuse. Ouvrez juste la bouche. Voilà, c'est fini. Quel stress. ¡Qué nervios! Dios. Gracias, doctor. Gracias. L'ADN est la clé. Depuis 5-6 ans, l'ADN est là et permet les comparaisons. Donc, ayant cette arme scientifique qui redémontre la liaison entre les personnes, ceci a fait que les gens se jettent dans les recherches avec l'illusion et l'espérance de trouver leurs frères, leurs sœurs, leurs parents, leurs fils. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a un déphasage entre les parents qui cherchent les enfants. C'est-à-dire que dans la base de données, il y a beaucoup plus de parents qui cherchent. Pourquoi? Parce qu'eux, ils savent qu'ils ont eu un enfant. Le problème, c'est que les enfants, eux, ils ne savent pas. Beaucoup d'enfants sont des enfants qui sont officiellement des enfants biologiques, alors que réellement, ils ont été volés. Si tu veux, on prend un taxi. C'est ce que je te dis. Regarde là, j'en vois passer. Mon père m'a dit, j'ai 80 ans. Mais je ne veux pas mourir et te laisser dans le doute. Alors si je peux t'aider, compte sur moi. Quel numéro rue San Andrés? Le numéro de San Andrés, c'est le 3. Tu vas faire ce que tu peux. Tu as 80 ans, tu es âgé, tu ne peux pas faire plus. Regarde Cibeles. Quelle belle fontaine.
Tu te souviens de quelque chose ici? Absolument de rien du tout. Absolument de rien, d'accord. Madrid a changé à 1000%. La lettre de recommandation venait de qui? Je te l'ai dit, des évêques. Donc la recommandation venait des évêques du Yucatan au Mexique. Et elle s'adressait à qui ici? Au premier évêque d'Espagne. Aux archevêques de Madrid. Pardon de me mêler à votre conversation, mais il me semble que tu ne connais pas vraiment cette époque. C'est ton papa? Oui. Si ton papa était recommandé par un évêque du Mexique auprès des archevêques d'Espagne, aucune autre formalité n'était nécessaire. Et il faut se rappeler que l'on était sous un régime fasciste, que commandait Franco et l'Église. Alors, toutes ces formalités leur passaient au-dessus de la tête. Dans ces années-là, l'Église était toute puissante. L'Église pouvait faire ce qu'elle voulait? Ce qu'elle voulait. Et quand on parle de commerce d'enfants, Ce qu'elle voulait. ce qu'elle voulait. Ce qu'elle voulait. Eh bien, L'Église avait carte blanche ici, dans ce pays. C'était l'époque de Franco. l'époque de Franco. C'était une autre époque. Papa, mais où vas-tu? Tu vas te perdre. Papa. Ça y est, il fait sa propre enquête. Regarde, je voudrais que tu prêtes attention à quelque chose. Tu vois ces deux bébés? Ici, c'était l'orphelinat La Inclusa. Tu te souviens du numéro 50? Hier, tu m'as raconté que tu t'étais rendu au numéro 50. Je pensais pouvoir me souvenir. Cette rue, c'est la rue O'Donnell? Oui, c'est la rue O'Donnell. Où est le numéro 50 dont tu m'as parlé? Ce n'est pas moi qui en ai parlé, c'est toi qui me l'as dit. Je ne l'avais jamais entendu avant. C'est où? Là. Tout a été rénové. Beaucoup d'années ont passé, tu sais. Tu veux rentrer? Vas-y, ce n'est pas interdit. Là, il y avait des enfants. Oui, c'était un orphelinat. Je crois que j'allais derrière cette porte. Et là, il y a les fenêtres. C'était là qu'était la nurserie. La Inclusa, c'était l'endroit où l'on déposait les enfants abandonnés, en provenance de toute l'Espagne. On ne demandait rien. On pouvait y laisser un enfant, que l'on soit le père, le grand-père ou qui que ce soit. Chemise, jupon, gilet, petite couverture de laine rose. Ces enfants étaient donnés sans aucune autre information. Les vêtements étaient leur seule carte d'identité. Nous avions l'interdiction de demander des papiers. Si un enfant né en face à la clinique Santa Cristina se retrouvait chez nous, adieu. On peut traverser pour voir. Si par hasard tu te souviens... Non, je ne me souviens pas. Santa Cristina n'existe pas dans ma mémoire. Ça n'existe pas pour moi. Je suis allé à la nurserie. Je suis sorti. Je ne me souviens de rien d'autre. C'est tout. Je n'ai pas fait des tours dans le quartier. Ok, perfecto, ya está. On peut quand même traverser. On a fait 10 000 kilomètres pour arriver là. Alors maintenant qu'on y est, s'il te plaît, on peut juste traverser pour voir, non?
Papa, Santa Cristina, c'est une maternité. Ne fais pas comme si tu ne comprenais pas. C'est une maternité. Derrière, il y a un autre hôpital, et encore un autre, plus loin. Et là, ils déposaient les enfants pour les vendre. Point. C'est clair? Ça fonctionnait comme ça. Mais moi, j'ai rien acheté. Toi, non, parce que tu avais une lettre de recommandation. C'était une faveur de très haut niveau. Ça ne te dit rien. On ne me verra pas? C'est sûr? J'avais 18 ans, je faisais mon service civique à la maternité Santa Cristina. J'étais avec la religieuse Sœur Maria. Je peux même vous dire le jour exact. C'était un jeudi saint. Une femme est venue accoucher, elle était seule. Pour moi, les médecins ne se comportaient pas bien avec elle. Ils l'insultaient, lui disaient qu'elle était sale. Il lui montait sur le ventre, elle criait, c'était effroyable. Il lui disait que l'enfant allait naître mort, car elle ne faisait pas ce qu'il fallait. En fait, le bébé était bien vivant dans son ventre. Mais ils étaient déjà en train de la préparer mentalement. Elle n'avait pas de mari. Les médecins nous disaient que c'était des prostituées ou des mères célibataires qui abandonnaient leurs enfants. C'est ce qu'ils nous répétaient. Mais jamais nous ne pouvions approcher ces femmes. Durant l'époque franquiste, les lois civiles et ecclésiastiques étaient très proches. L'adultère était un délit. Les mères célibataires étaient très mal vues. Vous êtes les filles du mal. Alors, la meilleure chose que vous ayez à faire est de nous laisser votre enfant pour qu'il ne soit pas contaminé par votre péché. Españoles. Franco ha muerto. Franco meurt, on entre en démocratie, mais on continue de vivre comme sous le national-catholicisme. Ça fait plusieurs années que j'enquête sur ce thème, et je n'ai trouvé personne qui se soit enrichi. Je crois que ce qui primait, c'était l'idéologie catholique. On trouve là des gens de l'Opus Dei, de l'Église, des curés, des religieuses, l'ensemble du catholicisme le plus fervent d'Espagne. C'était une audience très intense. Oui, très intense, très dure. J'ai dû revivre toute mon histoire, me souvenir de tous ces moments. Je veux que justice soit faite. Abran paso. S'il vous plaît, laissez passer. Vous avez quelque chose à dire, Sœur Maria? Ce qu'ils font aujourd'hui, ils auraient dû le faire depuis bien longtemps. La première fois que Sœur Maria a été suspectée en 1981. Pas aujourd'hui, en 2012. On y est arrivé. C'est le grand jour. Ils mettent en examen des vieux qui n'iront jamais en prison, alors qu'il y a des gens impliqués qui ont l'âge d'être condamnés. Pourquoi ne sont-ils pas entendus par les juges et les procureurs? Dans mon cas, le médecin est toujours en activité. Il pourrait être inculpé, mais il a la belle vie à Tenerife. Pourquoi ne les appelle-t-il pas à la barre?
Sœur Maria lève les bras au ciel et se demande pourquoi on lui inflige un tel traitement. Elle qui a fait le bien toute sa vie, elle sauvait les enfants de la misère, de la faim et du péché. Je crois que le cas de Sœur Maria est la pointe visible de l'iceberg. L'Église a peur que l'on démontre que tout leur système était pourri et qu'il y a sûrement des dizaines de milliers d'autres cas identiques à cette affaire. On a pris ton test ADN et on l'a comparé. Nous l'avons mis dans notre base de données et avons cherché les coïncidences. Et l'ADN a indiqué que nous aurions peut-être trouvé une possible mère. Elle cherche un enfant de ton âge. C'est pas vrai. Mais il faut approfondir. Regarde, tous les marqueurs coïncident sauf un. Si on enlève ce marqueur, la possibilité qu'elle soit ta mère est pratiquement de 100%. Si on introduit la mutation de ce gène, nous sommes à 99%. C'est donc une hypothèse préliminaire. Aussi, ne te fais pas trop d'illusions. Non, je suis sous le choc. Nous sommes encore en phase de comparaison. Cette personne qui a déjà fait son test ADN, est-elle au courant? Non, elle n'est pas au courant. Elle ne sait rien. Il faut attendre. Appelle-moi vendredi. Vendredi. Oui, j'aurai plus d'informations, mais ne t'emballe pas d'ici là. Non, bien sûr que non. Tu n'as pas encore retrouvé ta mère. C'est peut-être juste une coïncidence génétique et point. Garde bien ça en tête. Le stress ne va plus me quitter. 1 semaine et demie, jusqu'à ce qu'il m'appelle. Vendredi. Je vais rester en état de choc. Pendant 1 an, on a frappé à beaucoup de portes. Et tout ce qu'ils ont fait, c'est nous amadouer avec quelques bonbons. Je suis déçu par l'administration espagnole. Il y a 1 an, j'avais encore de l'espoir. Désormais, pour rester poli, je dirais que je suis en colère. Vous avez devant vous 3 ministres et le procureur général de l'État. Face à ce drame humain, cela signifie que le gouvernement ne fuit pas ses responsabilités, ne cache pas les faits. Nous mettrons au contraire tous les moyens nécessaires pour résoudre le problème. Voici l'image de l'Espagne d'aujourd'hui. Pour moi, c'est de la poudre aux yeux. Le ministre de la Justice n'a pas d'autre choix que de dire ça. Il y a une clameur populaire qui le force à enquêter. Mais ce curé déguisé en homme politique n'ira rien chercher du tout. Franchement, je doute qu'il enquête réellement. Aujourd'hui, pour l'Église, avoir le parti populaire au pouvoir signifie qu'ils n'ont pas grand-chose à craindre. Et cela se démontre. Je me rappelle parfaitement de la naissance de mon bébé. Je me souviens de son visage. Je me souviens de ses cheveux. Je l'ai même entendu pleurer. C'est comme s'il était en voyage. Il est plus présent que certains membres de la famille.
Pas vrai? Oui, c'est le frère qui n'est jamais là. On parle plus de lui que certaines personnes de la famille. Il vit avec nous, même s'il n'est jamais présent. Mais il faudra bien qu'il apparaisse un jour, que l'on voit enfin son visage. C'est vrai que c'est difficile. Et je pense en plus que c'est nuisible pour elle d'être toujours dans la lutte. C'est pesant. Elle ne s'en rend pas compte, mais cela se répercute sur toute la famille. Elle ne vit plus. C'est ça. Elle ne se laisse pas aider. Elle s'est construit une carapace, et ça fait longtemps maintenant. Elle souffre seule. Le problème, c'est que cela peut devenir la seule conversation de la famille, qu'on en parle sans cesse. Et justement, je ne veux pas que cela soit l'unique thème de nos discussions familiales. Alors je préfère me taire, et c'est tout. Bonjour, Jaume, c'est Lili Ceballos.